Eric, pour ta présentation et ta réponse aux questions. Donc, nous allons maintenant passer à Merci beaucoup. Paola Orozco-Suel. Paola, c'est à toi. Bonjour, merci à tous et à toutes. Merci aussi à l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques, et évidemment à toi Myriam pour cette invitation. J'ai une petite présentation que je vous propose de passer, ce sera plus simple que d'adapter la technique de mon côté. Comme ça, Ouais, je ce m'en sera occupe. aussi plus rapide. Merci beaucoup. Pour commencer un peu, je tiens surtout à préciser que je n'ai pas d'expertise scientifique. Ce n'est pas mon domaine. Mon domaine est plutôt celui de la concertation. Et dans le cadre de la concertation, en fait, j'ai un peu plusieurs casquettes. Je suis d'abord la fondatrice et la gérante d'un cabinet de concertation qui s'appelle Courant Porteur. Je suis également, alors Courant Porteur, juste pour faire très court, c'est un cabinet qui travaille uniquement dans le domaine de la transition énergétique et notamment dans l'accompagnement, en fait, dans les démarches d'information et de participation du public des projets de production d'énergie renouvelable. Donc, dans ce cadre, en fait, on a des interventions directes de conception, d'organisation, d'animation et de restitution de dispositifs de concertation liés aux projets qui se développent sur des territoires avec différents publics, que ce soit des acteurs institutionnels, les élus, l'administration, les services déconcentrés de l'État, avec des acteurs associatifs comme les associations de défense de l'environnement, du patrimoine, du paysage, et également évidemment avec les citoyens et donc notamment les riverains d'un projet ou les habitants de manière plus large d'une commune ou des communes alentours. Mais j'ai aussi une autre casquette qui est que je suis garante de concertation, comme le disait Myriam au début de ce séminaire, de la Commission nationale du débat public que vous connaissez maintenant et dont Éric Bassin a effectivement bien parlé, notamment pour les débats qui se sont organisés autour de ces projets de stockage. Et à ce titre, en fait, j'interviens en tant que garante pour garantir des concertations préalables type Code de l'environnement qui sont donc exigées pour des maîtres d'ouvrage qui auraient des projets qui ont un impact sur l'environnement et le cadre de vie des citoyens. Et enfin, toujours dans le cadre de la CNDP, j'ai également contribué à la mise en place des débats publics, à la fois comme membre de commission, mais aussi en tant que présidente. Et c'est ces différentes expériences, en fait, en matière de concertation et donc d'usage de l'expertise, que ce soit dans des concertations qu'on met en place nous en tant que conseil, ou que j'ai garanti ou j'analyse en tant que garante, ou que j'anime ou que je conçois en tant que membre ou président de commission, qui m'amène en fait à vous parler non pas tant de l'expertise au service de la concertation, mais plutôt du fait que j'ai, dans le cadre de mes expériences, vu que l'expertise et la concertation ont vraiment des apports réciproques. Et si vous voulez bien passer à la slide après, je vais pouvoir vous dire un peu de manière assez succincte comment et pourquoi. Alors, il y va de soi, et je pense que vous l'avez vu déjà avec la présentation très riche de tout à l'heure, comment effectivement l'expertise peut apporter des connaissances à un public un peu profane, un peu novice, et aussi inversement. Mais je veux un peu approfondir en fait cet apport essentiel à la concertation et notamment celle de fournir des informations précises et des analyses approfondies. C'est hyper important quand on a un besoin d'information et de connaissances, en fait, dans le cadre d'une concertation ou d'un débat public, de pouvoir faire appel à une expertise pour qu'on puisse avoir des informations claires, précises, objectives et donc, comme le disait aussi Éric Bastin, voilà, je pense que c'est ça ton nom, pardon, ça permet vraiment d'apaiser le débat, d'entrer dans un débat avec un niveau de connaissance à peu près similaire ou du moins pas aussi asymétrique que l'on pourrait avoir entre des publics novices, profanes et des experts d'un sujet donné.
Donc cette expertise permet donc de préciser l'information, d'approfondir une analyse. Lorsqu'on va avoir une diversité de points de vue sur le même sujet, ça va être vraiment fondamental. Et donc nous, on va faire appel à cette expertise professionnelle, scientifique, ça dépend des sujets, pour combler ce besoin donc d'information et de connaissances. L'expertise aussi, elle permet de garantir des prises de décision éclairées en fait, parce que ce soit du côté du politique ou de l'administration, bah, ça va apporter des éléments qui vont permettre à ces acteurs de savoir en fait pourquoi ils vont prendre cette décision, tout en sachant qu'ils vont toujours, puisque ce sont des acteurs décisionnaires, pouvoir la défendre, mais au moins de savoir pourquoi ils la prennent et en fait dans quel intérêt. Et ça permet aussi côté maître d'ouvrage, ça c'est important, donc celui qui va porter un projet et pas forcément qui va décider d'une politique publique, ça permet à un maître d'ouvrage également d'éclairer sa décision, de poursuivre ou pas son projet, ou bien de l'améliorer s'il décide de le poursuivre. Ça encourage également la remise en question d'idées pardon, ça fait toujours... On est passé à la slide d'après. Il faudrait juste revenir un peu parce que je n'ai pas fini. Voilà, et en fait, ça permet aussi d'apporter des recommandations basées sur des données factuelles ou objectives pour la décision qui va être prise, que ce soit par le maître d'ouvrage ou que ce soit par le décideur. Et l'expertise, on l'utilise également en concertation pour anticiper des conséquences, en fait, sur des impacts identifiés, mais dont on ne sait pas vraiment ce que ça va donner au sein de la population, notamment en matière d'usage et d'observation, ou en tout cas de pratique. Enfin, on utilise aussi l'expertise dans nos concertations pour trouver des solutions adaptées, réelles, à des problématiques en fait, que se posent les publics et que se posent aussi les territoires sur lesquels on intervient. Là, on peut effectivement aller à la slide après, et je terminerai juste pour dire que l'expertise vraiment enrichit les échanges et les débats, et ça permet aussi d'avoir des échanges et des débats apaisés et donc beaucoup plus productif. Mais la concertation, elle va jouer aussi un rôle important dans le développement de l'expertise. Là, vous l'avez vu très clairement, en fait, avec les projets, les dispositifs de concertation et de débat public mis en place par l'IRSN. Mais dans n'importe quelle thématique et dans n'importe quel sujet, on peut avoir le même niveau, finalement, d'apport de la concertation à l'expertise, au développement de l'expertise. Ça élargit des perspectives, ça confronte vraiment des points de vue de manière méthodologique, organisée. Si en plus on a une volonté d'écoute réelle des parties, on enrichit vraiment les connaissances des uns et des autres. Ça stimule donc les débats de cette façon-là, et ça permet aussi d'encourager les remises en question, en fait, et notamment des experts. On l'a vu, nous, dans le cadre de nos concertations, comment, en fait, des points de vue, des opinions, des connaissances ne sont pas prises en compte par l'expertise, car elle ne la juge pas nécessaire, en fait, pour faire état à la fois de leurs analyses ou de leurs études ou de leurs conclusions. Et là, en l'occurrence, la concertation, elle va permettre d'enrichir aussi ces points de vue-là et de favoriser également un échange entre acteurs. Donc la concertation favorise la qualité et la pertinence de l'expertise, et c'est la raison pour laquelle je souhaitais vous parler de 3 exemples concrets, en fait, de cet apport réciproque. 3 exemples très différents, à la fois par leur contexte, par les projets, par les besoins, en tout cas par les objectifs qui ont motivé l'appel à une expertise, quelle qu'elle soit, que ce soit une expertise scientifique professionnelle, mais aussi une expertise d'usage, une expertise profane, parce que nous, en concertation et en débat public, on part du principe que le citoyen, la population locale, la société civile peut effectivement apporter des éléments de connaissances réelles et nécessaires au débat. Et donc, c'est la slide d'après. Et la dernière, du coup, qui va me permettre de vous parler, en fait, de ces exemples dont j'ai commencé à évoquer les différences. Et il y a aussi des différences vis-à-vis de mon intervention, en fait, dans ces 3 exemples où j'ai bien entendu participé des 3 projets et des 3 concertations auxquelles j'ai participé. La première, c'est, en fait, l'objectif a été d'amener de l'expertise pour éclairer le public. Là, clairement, on est allé chercher des experts d'un domaine
pour éclairer les citoyens, pour qu'ensuite il puisse y avoir un débat, une concertation, un travail en fait important avec la population. Et là, j'intervenais en tant que conseil. Le deuxième exemple, c'est plutôt l'inverse. En fait, on va à faire appel au public pour éclairer l'expertise, et là l'expertise technique, et là j'étais garante en fait d'une concertation. Et le troisième exemple, en fait, ce sont des expertises qui s'éclairent d'abord entre elles, un peu comme ce dialogue technique dont vous a parlé l'intervenant précédent. Et c'est nécessaire, en fait, d'arriver d'abord à ce premier éclairage, cette première identification des controverses, des points qui sont en suspens, des questions qui sont importantes, pour pouvoir ensuite éclairer le public, ou en tout cas lui apporter l'information dont il aurait besoin pour se forger un avis, une opinion. Si j'en viens au premier exemple, donc là où pardon, l'expertise éclaire le public. Il s'agit en fait d'une intervention, une concertation qu'on avait mise en place pour un projet éolien sur une commune de 200 habitants. Donc, on est sur un territoire vraiment très, très petit. Et il y avait un besoin, parce qu'on avait évidemment identifié un risque identifié dans le cadre d'un diagnostic territorial qu'on avait organisé. Le risque était en fait d'impacter visuellement et de manière vraiment très importante une poignée d'habitants. Donc, on parle de 4-5 personnes maximum qui, en fait, par rapport à la population globale de la commune, ne représentent pas grand-chose d'un point de vue élu, qui, par rapport à la population du territoire, donc de l'intercommunalité et du département, n'est pas non plus représentatif parce que c'est pas ça qui va venir peser sur la balance, en fait, des décisions qu'ils doivent prendre en matière de transition énergétique. Mais du point de vue du porteur du projet, il pouvait y avoir un intérêt effectivement à prendre en compte cette poignée de points de vue. Et comme il y avait une ouverture de faire son projet en concertation avec le territoire, on a effectivement décidé de mettre ce point à la concertation, de mettre en place un dispositif qui nous permettait de travailler sur ce point pour définir des implantations. Donc une implantation, c'est en gros la zone dans laquelle va être installée une éolienne, pour définir des implantations qui respectent la réglementation, parce qu'en fait, la réglementation ne se soucie pas de l'impact qu'il pourrait y avoir de manière très personnelle des habitants. Il va se soucier d'un impact un peu plus général, et notamment environnemental. Et donc, il va falloir le respecter, cet impact, pour pouvoir obtenir une autorisation de construire, en l'occurrence ici, d'exploiter une unité de production d'énergie renouvelable. Et il fallait effectivement, dans ce besoin, éviter l'impact des personnes dont on avait identifié la crainte, mais aussi éviter qu'en évitant cet impact, en fait, on n'en impacte pas tous les autres. Parce que, en gros, si on bouge une machine, on va peut-être éviter l'impact chez quelqu'un, mais on va peut-être le créer chez un autre. Et donc, en gros, face à ces différents risques qu'on avait identifiés, on a donc mis en place un dispositif de concertation pour croiser des regards et des savoirs, en partant du principe que les experts d'un côté étaient tout à fait en capacité d'écouter des expertises d'usage de l'autre, et inversement. Ça a été une démarche d'atelier de travail, concrètement, dans laquelle, en fait, on a fait intervenir des experts paysagers pour qu'ils expliquent, en fait, à la population quelles étaient les méthodes d'analyse, les logiciels utilisés et la compréhension d'un territoire d'un point de vue topographique pour arriver à des conclusions d'impact ou pas paysager pour l'implantation d'un projet, puisque ce sont eux aussi qui définissent évidemment l'implantation paysagère d'un projet éolien. Et de l'autre côté, on a proposé aux citoyens qui avaient manifesté cette crainte, évidemment, d'y participer en intervenant directement par rapport à leur propre point de vue. Et ici, la question du point de vue, elle est à double sens, parce que techniquement, dans l'élaboration d'un projet éolien, un point de vue, c'est une étape du projet, qui est la définition d'axes de vue sur lesquels il va y avoir des photomontages pour montrer l'impact ou pas d'un projet éolien. Mais il y a aussi la question point de vue, d'un point de vue subjectif, qui est mon point de vue par rapport à tout cela, qui n'est peut-être pas technique, qui ne va peut-être pas être pris en compte d'un point de vue technique par l'administration, ni par les experts paysagers, mais qui doit être pris en compte quand même dans le cadre de la concertation. Cet atelier nous a permis d'impliquer les inquiétudes des populations dans l'expertise paysagère, c'est-à-dire que
comme l'expertise paysagère n'avait pas commencé son travail méthodologique et d'analyse des impacts d'un territoire, il a donc, avec cette démarche de concertation, pris en compte ces inquiétudes de la population pour ensuite les intégrer dans ses méthodes d'analyse, dans ses logiciels, dans ses cartes. Et ça a été en fait l'intégration, en gros, d'un nombre limité, évidemment, puisqu'il y a déjà des points de vue intégrés de manière obligatoire et réglementaire, mais l'intégration d'une quinzaine de points de vue qui émanaient de la population pour élaborer des photomontages depuis leurs propres propositions et voir en fait comment le projet pouvait s'implanter en réduisant ou en évitant l'impact ou en le compensant d'ailleurs aussi sur ces populations. Donc ça, c'est le premier exemple que je voulais vous évoquer où l'expertise a éclairé le public parce que ça leur a permis à eux, ce public, de définir des points de vue qui pouvaient être pris en compte techniquement parlant, parce que sinon ça aurait été difficile pour pouvoir faire des photomontages qui seraient eux ensuite pris en compte au niveau de l'administration, de l'instruction d'un dossier. Mais il y a aussi dans l'autre sens le deuxième exemple qui est en fait comment le public éclaire l'expertise. Et là, c'est dans le cadre d'une concertation que j'ai garantie, concertation qui est toujours en cours. Donc, on n'a pas aujourd'hui les conclusions, mais qui a bien avancé et qui dure depuis 3 ans à peu près. Dans le cadre de cette concertation, en fait, la Bordeaux Métropole, donc dans le sud de la France, a décidé d'aménager ces boulevards et ces barrières. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec la géographie de Bordeaux Métropole et notamment l'aménagement de son territoire, mais les boulevards en fait, de Bordeaux, si je peux un peu transposer, il faut les voir un peu comme le périphérique en fait de Paris. Voilà, c'est un moyen d'entrer dans Bordeaux, de sortir dans Bordeaux, de circuler aussi et puis d'accéder aussi aux communes qui entourent ou qui sont voisines de la commune de Bordeaux, un peu comme les arrondissements de Paris pour revenir aussi à la même métaphore, ou en tout cas même exemple. Et la métropole a décidé, donc là les services techniques, mais aussi les élus, d'aménager ces boulevards parce qu'il y a des enjeux de circulation, d'accueil d'une nouvelle population, de pollution, donc climatique, environnementaux et autres. Et il décide en fait d'avant de définir un plan d'aménagement avec les services techniques, de plutôt soumettre en fait cette volonté, ce souhait d'aménager les boulevards à la population. Et il décide de le faire avec un garant de concertation, en l'occurrence nous sommes 2 sur ce dossier, et c'est une concertation volontaire. Je fais ici la différence parce que dans le cas du Code de l'environnement, il y a des concertations préalables, des concertations post-débat public, donc en gros qui sont décidées par la Commission nationale du débat public, mais il y a aussi, on peut aussi avoir des concertations volontaires, c'est-à-dire un maître d'ouvrage ou une collectivité décide de concerter avec sa population sur un projet donné ou une politique donnée sans être obligée de le faire par le Code de l'environnement. Et elle peut quand même faire appel à des garants de concertation de la liste de la Commission nationale du débat public. Là, en l'occurrence, donc, on est sur une concertation volontaire où la métropole a souhaité un peu comprendre quelles étaient les perceptions, les besoins, les souhaits des habitations et des usagers des boulevards, parce que ce n'est pas la même chose, pour cet aménagement. Car il y avait un risque qui était que ce projet qui pourrait être créé, conçu au sein des bureaux techniques, hein, donc de l'AURBA en l'occurrence, qui sont un peu les instances en fait qui établissent techniquement les objectifs et le cadre, mais aussi les moyens d'aménager un espace public. Là, en l'occurrence, il y avait un risque de créer un projet un peu hors sol, loin des usages, loin des besoins et aussi loin des envies. Pour l'éviter, donc, la métropole a mis en place un dispositif. Je vous parle d'un dispositif parce qu'en fait, ce sont des moments que j'ai choisis qui étaient clés dans le cadre d'un processus de concertation plus large. Hein. C'est pas, l'objectif n'a pas été, et le dispositif, la concertation, pardon, n'a pas été que ça. C'est un dispositif qui s'insère dans un processus plus global. Et ce dispositif, ça a été de créer en fait un socle commun de connaissances entre ce que vivent les populations qui habitent sur ces boulevards, mais aussi les usagers de ces boulevards, pour pouvoir en fait éclairer la maîtrise d'ouvrage, et là en l'occurrence les services techniques de la métropole. L'objectif c'était de faire remonter
ses usages et ses habitudes et des envies pour qu'ils soient pris en compte en fait par les services techniques dans le cadre de la conception en fait d'un cahier des charges. Pardon. Et là, le cahier des charges, en fait, s'est appuyé donc sur la production des visions, des opinions, des envies en fait de la population. Et le travail a consisté à une série d'ateliers en fait sur des maquettes aux dimensions à l'échelle des boulevards qui permettaient en fait aux participants d'aménager ces boulevards comme ils l'entendaient, comme ils le souhaitaient, en tenant compte uniquement de leurs souhaits et de leurs usages. C'est pas fini, aujourd'hui on n'est pas encore à la fin de la concertation, mais ça a déjà produit en fait un cahier de préconisation pour les services techniques de la métropole qui doivent, à une échéance de 2-3 ans, commencer à réfléchir clairement en fait à l'aménagement de ces boulevards en tenant compte de cet apport de la population. Le troisième cas de figure, donc, c'est en fait, comme je vous disais, les expertises qui s'éclairent entre elles pour éclairer le public, pour pouvoir l'informer et lui permettre de se forger un avis et de participer de manière un peu plus éclairée. Et là, j'ai participé en tant que présidente de débat public, donc un débat public sur l'eau potable en Île-de-France. C'était un projet porté par le CEDIF, qui est donc le syndicat des eaux d'Île-de-France, qui est celui qui produit de l'eau potable pour une zone assez large du territoire. Ça concerne à peu près 130 communes. Hors dehors de Paris. Je précise que Paris, la gestion de l'eau est faite par les eaux de Paris. Donc là, le CEDIF, en fait, prend un périmètre beaucoup plus large et donc en périphérie parisienne. Et il a un projet d'installation d'une filière membranaire dans ses usines de production d'eau potable. Il en a 3 et donc il souhaite effectivement transformer ce qu'il a aujourd'hui comme matériel pour produire de l'eau potable en quelque chose un peu plus performant dans un objectif très clair qui est de arriver à faire une eau pure, sans chlore et sans calcaire. Donc, c'est ces 3 objectifs qu'il poursuit, pur de tout polluant, y compris des polluants dits éternels, pur aussi parce que pas de chlore, tellement elle serait effectivement sécurisée, et donc sans calcaire parce qu'elle n'aurait pas non plus besoin d'être traitée derrière pour éviter donc cette production importante en gros de calcium, parce que c'est ce qu'on a effectivement identifié après. On avait beaucoup de besoins en fait dans le cadre de ce débat, et c'est un peu comme ce qui a été dit aussi par rapport à CGO. Il y a eu un premier débat où l'information de la population a été peut-être jugée insuffisante, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le débat a été compliqué. Et pour le deuxième débat, il y a eu ce besoin en fait de pouvoir informer davantage la population, de la faire monter en compétences. Nous, on s'est rendu compte dans le cadre de ce débat qu'en effet, il y avait beaucoup de difficultés pour amener un public, encore une fois, profane, novice, à débattre d'une question et notamment d'un projet aussi technique, avec des enjeux aussi importants, parce que en dehors de débattre de l'opportunité d'un projet qui est un peu la base d'un débat public organisé par la Commission nationale du débat public, il fallait aussi débattre de ce que ça voulait dire ce projet dans un contexte socio-économique, énergétique, environnemental, climatique, réglementaire et sanitaire en évolution. C'est-à-dire que le projet, il est pensé aujourd'hui, sa mise en route devait être 10 ans plus tard, et effectivement l'utilisation, ou en tout cas les bénéfices pour la population, sa construction, en tout cas si le projet se poursuivait 10 ans plus tard, et l'utilisation 5 ans après si le calendrier se maintenait tel quel. Donc en 10-15 ans, on voyait que les évolutions dans tous ces sujets, elles allaient être très fortes, et d'autant plus fortes et plus importantes que le projet avait aussi une autre particularité, qui était qu'en fait, il avait besoin d'une augmentation d'électricité plus importante. Et donc, c'est pour ça que RTE était
co-maître d'ouvrage en fait avec le CEDIF, parce qu'il fallait effectivement augmenter la production d'électricité pour que ces usines nouvelles puissent fonctionner. Il y avait aussi une augmentation du prix de l'eau pour le consommateur, du prix de l'eau potable et de l'eau du robinet pour le consommateur. Il y avait aussi un prélèvement plus important en eau, l'eau de la Seine notamment, de l'Oise également, et donc un prélèvement plus important en eau dans des questions d'évolution climatique, c'était clé de se poser cette question aussi comme ça. Et enfin, il y avait un enjeu également environnemental parce que le projet de filtration consistait en récupérer l'eau des fleuves, des rivières, qui étaient donc polluées par un nombre important de polluants différents, la filtrer pour enlever ces polluants grâce à une technologie tellement puissante qu'elle enlevait absolument toute forme de pollution, et ensuite reminéraliser un peu cette eau, ou en tout cas il y avait un enjeu de ce genre parce qu'elle était tellement pure qu'elle n'était pas consommable. Et une fois que cette eau était devenue pure, sans chlore et sans calcaire, elle pouvait être distribuée à la population. Les polluants qui avaient été retenus dans ce process, appelé donc concentrat, ces polluants allaient être rejetés dans le milieu naturel. Donc il y avait aussi un enjeu environnemental fort, car personne ne sait ou ne savait à ce jour, ou au moment du débat, de quoi il s'agissait quand on parlait de concentrat et qu'est-ce que ça allait produire dans le milieu environnemental. Pour vous expliquer un process en fait de débat public, une commission de débat public, c'est des acteurs de la société civile en fait qui se regroupent pour organiser un débat. Donc c'est la société civile qui organise un débat pour la société civile. En l'occurrence, tous les membres de la commission sont aussi novices, sont aussi des profanes vis-à-vis d'un certain nombre de questions, et notamment sur des questions aussi techniques. Donc, que ce soit pour la commission comme pour le public, le besoin était le même, qui était donc de débattre de l'opportunité d'un projet sans passer à côté, en fait, des enjeux pour la population et l'environnement que pouvait effectivement avoir ce projet. D'où l'idée de faire un atelier de controverse technique, en fait, de voir un peu où étaient les accords et les désaccords, puisque les scientifiques et les experts n'étaient pas d'accord entre eux sur la dangerosité, sur la nocivité, sur l'impact réel pour toutes ces thématiques, socio-économiques, énergétiques, environnementales, climatiques, réglementaires et sanitaires. Ils n'avaient pas tous les mêmes points de vue, et évidemment, il y avait des points de vue qui étaient très différents de ceux du porteur du projet, qui pour lui, effectivement, les choses étaient beaucoup plus claires, puisque c'est la raison pour laquelle il avait décidé d'aller vers cette technologie et de faire ce projet. On a eu aussi besoin de faire ce travail en fait avec des experts, un panel d'experts qui a été choisi dans tous les domaines. Donc, on avait des experts de l'eau, ou en tout cas des acteurs, des parties prenantes et des acteurs impliqués, soit dans la gestion, soit dans la production, soit dans la préservation de l'eau, mais aussi des associations environnementales, des chercheurs également en pollution notamment, des économistes pour comprendre un peu ce que ça pouvait y avoir aussi comme impact plus tard pour la population, que de consommer une eau potable à un prix plus important, sachant que l'eau, c'est un peu la vie et qu'on n'a pas trop de choix de changer de robinet si on n'est pas content de son fournisseur aujourd'hui. Et donc, on a également fait appel aux services de l'État qui ont participé activement à cette démarche, parce qu'il fallait voir si d'un point de vue réglementaire, il était nécessaire, obligatoire ou pas, d'aller vers une eau aussi purifiée, aussi pure que le souhaitait le maître d'ouvrage. Ça a été un panel donc d'experts qui étaient invités à dresser le cadre dans lequel ce projet s'insérait, à identifier des enjeux, des questions et des points de vigilance pour pouvoir ensuite éclairer la population. On a eu, grâce à ce travail, en fait, une liste. On a eu un contexte, un état des lieux, en fait, qui permettait à tout le monde de savoir d'où on partait pour comprendre vers où on allait, et donc de savoir qu'en fait, on partait déjà vers des difficultés en matière de production d'énergie, des difficultés en matière de préservation de la ressource, des difficultés en matière climatique, mais aussi des avantages, ou en tout cas des options
d'ouverture possible avec ou pas certaines technologies, avec ou pas certaines actions à mettre en place en amont. Ça permettait aussi au public, ce travail, ça lui a permis d'avoir une liste également d'enjeux, des points de vigilance sur lesquels il fallait réfléchir si on voulait ensuite avoir un avis, se forger un point de vue sur ce projet et donc en débattre de son opportunité, mais aussi, et pourquoi pas, décider de le faire ou pas en matière de recommandations pour le maître d'ouvrage. Le débat public s'est terminé, le maître d'ouvrage a rendu ses conclusions, il poursuit son projet, mais effectivement, il tient compte d'un certain nombre de recommandations, dont les plus importantes sont liées à la question environnementale et notamment à la gestion des concentrats, qui nécessitent encore un approfondissement réel pour savoir en fait si ce rejet des déchets retenus dans le milieu naturel ne va pas causer une pollution supplémentaire qu'on essaie d'éviter avec la nouvelle technologie. Voilà pour la présentation. Maintenant, je me rends disponible pour vos questions. Merci beaucoup, Paola. Merci pour et un applaudissement pour ta présentation. Et on va passer au moment des questions. Alors, Philippe. Philippe? C'était une main d'applaudissement, je me Ah. suis trompé. Désolé. Je n'ai pas de questions à ce stade. Qui d'autre? À toi, Stéphane. Oui, bonjour à tous. Bon, merci de toute cette mobilisation, y compris technologique, pour qu'on se parle tous. Je crois que, bon, suite à la première présentation et à la seconde, il y a tout de même, de manière latente, toujours une interrogation par rapport à l'enjeu rapport démocratique dans lequel on essaye de s'inscrire, tout de même, dans notre pays, et puis la violence latente autour des aménagements, c'est-à-dire la violence des protestataires, qui en définitive était déjà très forte dans les années 70, en particulier au côté du nucléaire, et puis la violence du pouvoir aménageur, techniciste, qui souvent s'impose soit directement dans le projet, soit par des côtés assez pernicieux des projets. Et moi, je suis assez surpris de la multiplication des cabinets de concertation et autres personnes de conciliance très efficaces, dont les collectivités locales, finalement, des fois abusent un peu, en tout cas, ou des fois abusent un peu le public. Et avant même d'arriver à la question des risques, on s'aperçoit que beaucoup d'aménagements sont sincèrement en pseudo-concertation. Je ne suis pas que sociologue du CNRS, je suis aussi habitant, citoyen, contribuable, parent d'élèves, voilà, enfin, donc très engagé localement. Et on est souvent tout de même pris de court de l'écart entre l'affichage de concertation et puis le poids institutionnel, le poids presque mécanique des aménagements locaux. Donc il y a une force de l'aménagement qui reste très très prégnante. Pardon. Il y a aussi une difficulté à s'approprier la technicité et puis la programmation. C'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément l'ampleur des aménagements prévus, la projection dans le temps, sur lesquels le public est souvent très très peu familiarisé. Sur beaucoup d'aménagements, moi je constate, mais avec éberlué, quoi, à quel point on n'a pas d'analyse coût-avantage présentée et on n'a pas de budget affiché, alors que souvent on parle en millions d'euros, même pour des simples kilomètres de pistes cyclables, on parle en millions d'euros. Et donc l'opacité technologique aggrave l'écart avec des gens qui d'un coup soit doutent de ce qu'on leur explique. Et ça, on a vu dans le premier exposé à quel point l'effort d'explication était nécessaire dans le nucléaire, parce que de toute façon, c'est difficile de s'imprégner de certaines matérialités ou des effets secondaires. Et puis, peut-être qu'on est confronté, outre la difficulté technologique de comprendre de quoi on parle, surtout si on est sur des choses où les biotopes se transforment, enfin, de toute façon, peut-être une baisse de culture, de culture ordinaire de gestion de risque parmi beaucoup d'adultes professionnels, sur la formation des jeunes.
où finalement l'exposition au risque, elle est très masquée. Et on a de plus en plus de professions qui sont très segmentées, où l'enjeu de la perte par rapport à un investissement n'est pas réfléchi par les gens qui participent dans leur métier, puisque les tâches sont très segmentées dans l'univers professionnel. Et du coup, autant avant, on avait des gens qui étaient des artisans, des agriculteurs, des aménageurs très locaux, qui pouvaient savoir qu'effectivement, on pouvait perdre, on pouvait aussi rater un aménagement, on pouvait rater une récolte, on pouvait, hélas, rater une saison. Maintenant, on a beaucoup de gens dont la profession ne prépare pas du tout à la perte. La perte n'est pas assumée au niveau de la personne, elle est assumée au niveau d'une très vaste organisation, une très vaste corporation, une très vaste entreprise, dont les gens ne voient pas le détail des pertes. Et il y a un premier critère à prendre en compte sur un travail que je ne vais pas faire moi-même, mais dont parfois, moi, j'interpelle les étudiants en leur disant, vous avez tout appris à l'école, qu'on avait une grande bataille, une grande victoire en 1515, François Ier à Marignan. OK. Si on va un peu plus loin, en fait, la bataille, elle dure 2 jours et elle est à 1000 morts par heure. Rien que de faire réfléchir, on ne va pas discuter des enjeux de la guerre là, mais qu'est-ce que c'est que s'exposer à du 1000 morts heure et qui est prêt à assumer cette perte? Bon, pour beaucoup, rassurez-vous, c'était les Suisses, donc tout le monde s'en fout, les Italiens, les Français s'en foutent. Mais les Suisses étaient des deux côtés, mercenaires des deux côtés. Mais c'est de s'exposer à revenir à recalibrer les pertes admissibles. Voilà, c'est juste là, moi, ce sur quoi l'exposé, je pense, j'ai envie d'avoir des réactions sur comment on expose les pertes admissibles et par rapport à la question de risque. Merci. Merci Stéphane. Paola? Paola? Attends. Pardon, je pensais que j'avais débloqué mon micro, excusez-moi. Juste pour réagir un peu à cette intervention que je trouve vraiment très juste, et je pense que pour aller au-delà, parce qu'il y a vraiment le sujet qui est les risques, qui est comment cette expertise, cette concertation, en fait, elle permet d'envisager les choses d'une manière différente et peut-être voire plus démocratique. Mais je pense que ça pose aussi l'autre question, c'est la décision. Et ça, c'est quand on réfléchit à qui prend la décision, c'est là aussi où on revient aussi un peu à la question. Parce que si la concertation ou l'expertise peuvent avoir une contribution réelle en fait à l'appréhension ou à la compréhension des risques, et tout cela de façon démocratique, à la fin, si la décision ne suit pas et ne prend pas en compte réellement cette participation ou ces échanges, eh bien, il n'y aura effectivement pas d'apport réel en fait de ces travaux ou de ces démarches pour la compréhension ou la gestion des risques après. Et je pense qu'il y a une question sur la décision qui se pose également, décision qui échappe notamment à des concertations, qu'elles soient volontaires ou réglementaires. Merci Paola. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Stéphane, tu veux réagir ou tu n'as pas encore baissé la main? Dans le chat, Myriam, il me semble. Oui, alors je vais aller au chat. Alors Thierry, tu voulais lire ta réaction? Vas-y Thierry, tu as levé la main. Oui, moi j'ai trouvé tous les deux exposés tout à fait passionnants. Peut-être dans le prolongement, en allant plus loin, au risque d'être un peu caricatural, j'aurais voulu savoir en quoi dans ces processus de concertation peut et déjà intervient un sujet qu'on voit aujourd'hui, c'est en effet la question des réseaux sociaux, du complotisme, de la culture woke, en fait, de la culture woke, qui est par définition et structurellement de l'anti-concertation. Donc voilà, est-ce que vous l'avez observé, ces choses-là, dans les débats? Que peut-on avoir comme commentaire à ce sujet? Pour ma part, mais peut-être aussi qu'Éric Bassin il peut réagir également, puisque ça fait partie aussi de
de ce typologie d'acteurs qu'il peut avoir ou qu'il a pu rencontrer dans le cadre des débats et des concertations mises en place. Pour ma part, bien sûr, il y a une contestation et ça revient aussi à ce que vous disiez tout à l'heure lors de la première intervention. En fait, il y a une violence des contestations, mais aussi une violence de la prise de décision qui ne tient pas en compte finalement de la participation. Donc, c'est un peu un truc qui se mord la queue. Et dans cette violence des contestations, il y a la question du complotisme ou de la désinformation. En fait, il y a plusieurs choses quand même là-dedans. Hein. Il y a aussi le complotisme. Je ne sais pas ce que c'est, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus, mais je pense juste aussi que là-dedans, il y a quand même une recherche de sens à ce qu'on ne comprend pas ou à ce qu'on ne nous permet pas de comprendre parce que c'est confus. Et donc, moi, je me dirais qu'il y a peut-être aussi là-dedans une recherche de sens. Et si on a une recherche de sens, on peut aussi trouver ce sens ailleurs. Mais il y a aussi de la désinformation. Et la désinformation, pour moi, ça relève encore d'autres choses parce qu'il y a une volonté d'amener le débat vers quelque chose qui n'est pas celui de la discussion sur des questions ou des sujets donnés avec les données existantes et aussi des points de vue subjectifs parce que, encore une fois, dans le cas d'une concertation ou d'un débat public, c'est extrêmement important de les prendre en compte. Mais il y a une volonté de phagocyter un peu le débat à travers de la désinformation. Nous, on voit, bien sûr, on les prend en compte, on fait aussi un peu cette différence-là. À partir du moment où un dispositif de concertation se met en place, il est obligatoirement ouvert à tous dans notre façon de travailler. Donc, voilà, ça fait partie, en gros, des parties prenantes, des invités. Ils ont le droit de participer, comme de ne pas participer. Nous, on sait qu'ils peuvent être là. On sait aussi qu'il peut y avoir des intentions réelles ou qu'il peut y avoir juste une méconnaissance de quelque chose. Dans tous les cas de figure, et peu importe, le dialogue est ouvert également avec eux. Et parfois, il est possible aussi de discuter même avec les plus contestataires parce qu'on se rend compte qu'il peut y avoir aussi des perceptions convergentes en fait sur certains domaines, certains sujets qui vont pas forcément aller jusqu'à l'acceptation d'un projet et c'est pas le propos chez nous. La question n'est pas de faire accepter quoi que ce soit, la question est un peu de faire émerger des sujets, des besoins, des enjeux et c'est possible de le faire que si de l'autre côté, notamment côté maîtrise d'ouvrage ou côté collectivité, il y a une réelle volonté de prendre en compte. Je pense qu'il ne faut surtout pas aller vers des démarches de concertation si derrière il n'y a pas de volonté de prise en compte. Il vaut mieux ne rien faire, hein. C'est mon conseil. Et de toute façon, la décision revenant à un maître d'ouvrage ou revenant à un élu ou revenant à un préfet, eh ben, prenez-la, ne vous embêtez pas avec le reste. De l'information, ça peut sembler suffisant, ou en tout cas, vous aurez fait déjà quelque chose, mais de la concertation, il ne faut pas y aller comme ça. Ouais. Merci Paola. Eric ? Je voulais juste rebondir là, sur cette dernière question, comme on m'a plus ou moins sollicité. Dans le cadre de nos actions qu'on mène à l'IRSN, on n'est pas trop confronté à de la désinformation ou des thèses complotistes, parce qu'en fait, là, on s'adresse vraiment à un public averti. Voilà. Après, il peut y avoir des informations inexactes, hein, mais justement, dans le cadre du dialogue technique, les experts de l'IRSN exposent des éléments, pas de manière confrontative, mais corrigent un certain nombre de choses. Après, il faut différencier la désinformation, voire le complotisme, de perception subjective, hein. Et même dans l'évaluation du risque, il y a une dimension subjective. Par exemple, pour un certain nombre d'agressions, notamment les chutes d'avions sur les installations nucléaires, eh bien, on considère que en dessous d'une certaine limite de probabilité, le risque il est tellement négligeable qu'on ne prend plus en compte. Mais ce seuil, il est basé bien sûr sur quelques éléments scientifiques, mais il est très subjectif. Et là, l'appréciation et l'acceptabilité des risques va dépendre beaucoup des gens, hein. Pour donner un exemple, il y a des gens quand ils font du vélo, ils mettent un casque parce qu'ils estiment qu'ils peuvent avoir un accident et avoir des conséquences. Et puis d'autres jours, ils estiment que le risque il est acceptable, il ne se passe pas rien. Voilà. Donc il y a bien cette différenciation. Et après, je l'ai dit aussi, effectivement, alors, par contre, dans tout ce qui est débat public et concertation qu'on portait sur le nucléaire,
il y a effectivement de fortes oppositions. Moi, je dirais pas qu'il y a il y a du complotisme et de la désinformation. C'est pas. Après, il y a des informations inexactes, hein. Et le dernier thème, là, c'est que là, je rejoins, enfin, de faire des actions d'association du public, il faut le faire avec sincérité. Parce que si on ne le fait pas avec sincérité, il vaut mieux ne rien faire. Parce que si on ne le fait pas avec sincérité, c'est-à-dire dans le fait aussi qu'on ne va pas réellement prendre en compte ce qui explique ce que disent les gens, bah ça, c'est un effet dramatique, hein, parce que les gens se sentent trahis. Donc il y a vraiment, et là on le voit dans le domaine du nucléaire, il y a un énorme progrès à faire pour que la parole des citoyens, de la société civile, bah, en fait, soit vraiment prise en compte dans les décisions. Merci Eric et Paola. Nous avons une autre question de Catherine qui nous dit à quel niveau de la chaîne de décision ce qui est ressenti comme défaut de démocratie se pose-t-il? Les S3 pays paraissent déjà régler un certain nombre de problématiques. Alors, Oui. moi, je dirai un mot et puis ensuite je laisserai Monsieur Bassin conclure ou finir ou compléter s'il le souhaite. Mais en fait, il y a de ce que nous on voit, hein. Moi, je ne peux parler que de mon expérience en fait au niveau des concertations qu'on accompagne. Mais de ce qu'on voit, c'est il y a des acteurs dont la participation à ces démarches de concertation ou dont le refus d'y participer, hein, dans les deux cas de figure, on est quand même nous souvent en dialogue ou en contact avec eux. Ces acteurs, certains considèrent que la décision n'est pas bonne à partir du moment où c'est pas la leur. Enfin, c'est pas dans leur ça, à partir du moment où ça ne va pas dans leur sens. Donc, bon, ça, mais c'est un postulat, c'est comme ça, il y a parfois que ça existe, c'est ce qu'on voit là-dedans, et qui ne vont pas forcément, il y en a d'autres pour qui une décision va être bonne. Je parle des participants qui n'ont pas de pouvoir décisionnaire, hein. Les acteurs qui ont un pouvoir décisionnaire, ils ont quand même une autre approche vis-à-vis de ces questions. Mais pour ceux qui n'ont pas de pouvoir décisionnaire, mais qui se posent la question de la légitimité de tout cela vis-à-vis de la question de la décision, il y a ceux qui effectivement vont contester toute décision à partir du moment où elle ne va pas aller dans leur sens. Il y a ceux qui vont contester une décision à partir du moment où elle ne prend pas en compte l'ensemble en fait des parties et du débat. Donc vraiment dans l'occurrence lorsque la concertation n'a pas existé ou elle n'a rien donné si elle a été mise en place. Et il y a ceux qui vont un peu être résignés ou satisfaits de ce qui a été fait parce que se considèrent soit écoutés, soit entendus, soit finalement acceptent un peu ce jeu de la démocratie représentative française qui est que il y en a qui décident et d'autres qui ne décident pas. Donc moi, c'est un peu ce que je perçois en fait sur le terrain. Mais les projets d'énergie renouvelable, notamment éoliens, sont exactement, sont très clivants aussi et très conflictuels, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a un peu ces trois phénomènes-là qui existent. Merci Paola. Thierry, tu veux réagir? Non? Oui. Très très bien. Ouais. Mais écoutez, si il n'y a pas d'autres questions? Myriam, il y avait une question, Ah je ne oui. sais pas si tu l'as posée, peut-être que. Mais il y avait une question de Catherine qui demandait. C'est fait. Ah, d'accord, ok, excuse-moi. C'est fait, c'est justement celle-ci. Merci, Même la Tom. première sur les journalistes? Ah non, tu Ah oui, fais c'est bien ce que je me bien. disais. Oui, oui, non, Je vais c'est la très lire très bien. alors. Vas-y. Ayant étudié ces questions il y a une dizaine d'années, le principal manque était celui des journalistes qualifiés, formés et spécialisés dans la vulgarisation scientifique. Pensez-vous que leur multiplication puisse faciliter le lien société civile, grande industrie à risque? Voilà, je ne sais pas si tu voulais réagir sur ça.
Et, je sais qu'il y a du côté de l'association Décider Ensemble, en fait, qui est une sorte de groupement d'acteurs experts ou spécialistes de la concertation, et dans lequel il y a aussi des concertants, donc des consultants, en fait, de la concertation, mais aussi des chercheurs. Il y a un prix dont je ne suis pas exactement le nom, mais en fait une sorte de prix journalistique pour ceux qui traitent ces questions et qui s'impliquent dans ces questions-là, hein, côté journaliste. La vulgarisation journalistique, je pense que c'est un relais en fait nécessaire, je pense, d'information, comme un peu pour plein d'autres sujets. C'est important, en gros, je pense, d'avoir un journalisme un peu de qualité, et y compris sur ces sujets. En tout cas, quand on fait un débat public, parce que là, pour le coup, les médias sont importants pour relayer l'information à la fois de l'existence du débat public, mais aussi des thématiques, des sujets, des enjeux du débat, ou en tout cas du sujet en débat. Les médias sont extrêmement importants. Mais je n'ai aucune idée de savoir si en fait il y a moins de journalistes formés en capacité d'aborder ces questions, de les comprendre et de les restituer d'une manière neutre et indépendante, ou si au contraire la question c'est de se poser la question de la méthodologie du débat ou de la concertation lui-même, c'est-à-dire de laisser de côté le sujet et de se préoccuper en fait de savoir si ce qui a été mis en place, si le dispositif ou la modalité réfléchie est celle qui convient pour discuter de ces questions. Et je pense que dans les deux cas, c'est intéressant d'avoir un regard d'une profession structurée et dont l'intérêt c'est celui de véhiculer ou relayer de l'information. Merci Paola. Oui, Frédéric, tu veux dire quelque chose? Oui, moi je dirais que le débat public sur des projets s'inscrit nécessairement là où le journalisme justement n'est pas apte ou suffisant pour la formation d'une opinion publique solide, c'est-à-dire consciente et éclairée. Par ailleurs, on a posé, enfin vous avez posé, merci beaucoup, un certain nombre de, je dirais, de bonnes pratiques ou de facteurs clés de succès de la concertation. Moi, j'avais une question sur, comment dire, ça habilite, je pense que ça habilite pour l'échange d'expériences, hein, comme vous l'avez fait, Paola, enfin, vous l'avez fait tous les deux, merci beaucoup. Et donc, j'avais une question qui était de savoir, est-ce qu'il y a une démarche globale de partage d'expériences et de bonnes pratiques sur tous les projets techniques difficiles, enfin disons à risque important. Et par ailleurs, est-ce que vous pensez qu'il suffirait, en quelque sorte, de s'appuyer sur des démarches volontaires, sincères, de bonne qualité, etc., et un partage automatique, c'est-à-dire une transparence automatique de ces démarches, hein, est-ce que ça suffirait, selon vous, pour aboutir à une solution satisfaisante? Ou bien est-ce qu'il faut, par exemple, que l'État augmente massivement les crédits de la CNDP pour qu'elle puisse intervenir systématiquement sur un nombre important de projets? Alors, en fait, il y a 3 questions dans les 2. C'est notamment la troisième sur les moyens de la CNDP, qui sont d'ailleurs en train d'être un peu grignotés, justement, actuellement. Sur les possibilités de débattre de tout, ou de tous les sujets, hein, si c'est bien ça la question, en tout cas, je la comprends comme ça. Le principe est quand même de se dire qu'il n'y a pas de sujet quelle que soit sa technicité, sa complexité, qui ne puisse pas être abordée par le public. À la fois parce que
il y a une vulgarisation qui est possible de la part des experts. Il y a aussi quand même beaucoup de méthodes et de praticiens de la médiation en fait, scientifique qui créent des passerelles pour qu'on puisse un peu comprendre ce qui se passe. Des journalistes scientifiques, il y en a qui font un travail merveilleux sur un tas de sujets qui sont quand même difficiles à appréhender si on n'a pas des connaissances au préalable et qui nous permettent quand même en fait, d'aborder ou de comprendre les choses grâce à ce travail de vulgarisation pour prendre un terme un peu commun. Donc, il y a ça, mais il y a aussi le fait que les sujets, s'ils sont approchés par le volet expertise uniquement, ils échappent forcément à tout un chacun. Et je pense que ça n'échappera pas à l'expert du domaine, mais à notre sujet dont l'expert n'est pas expert, eh ben, il sera confronté à la même situation qu'un public aujourd'hui appelé profane, novice ou autre. Parce qu'à un moment donné, eh ben, on est expert de quelque chose, mais on ne l'est pas de tout. Et en plus aussi, on est citoyen, père de famille, enfin un peu, ou mère de famille, un peu ce qu'avait dit le premier intervenant. En fait, on est plusieurs, on n'est pas un seul. Et donc, l'enjeu en fait d'une démarche à destination des autres pour mener un dialogue quel qu'il soit, qu'on appelle ça concertation, débat public ou autre chose, l'enjeu est quand même de se dire que si on tient compte d'une approche en fait ou d'un regard beaucoup plus pratique ou des enjeux beaucoup plus globaux ou beaucoup plus sociétaux ou beaucoup plus communs à tous, il y a une porte d'entrée pour arriver vers un focus en fait sur un sujet ou une thématique plus précise. Et là, je pense qu'on est tous en capacité de comprendre que, je reprends l'exemple de l'eau potable qui était un vrai défi effectivement pour amener les gens à s'informer, à participer, c'est on comprend tous qu'on a besoin d'eau pour vivre. Ça, c'est du commun. Par contre, on n'a pas tous la capacité de savoir ce que c'est qu'une filière membranaire type OIVP qui est extrêmement compliquée. Techniquement, voilà. Maintenant, aujourd'hui, je le sais, mais je ne le savais pas avant. Il a fallu que j'apprenne et que je comprenne. Mais je sais, je peux rentrer dans ce débat en tant que citoyenne parce que je me dis, il y a un enjeu pour moi qui est celui de me dire si j'ai pas d'eau ou si elle est trop polluée ou si elle est trop chère, qu'est-ce que je vais faire demain? Et je pense que c'est ça les questions qu'il faut quand même se poser dans des questions et des sujets techniques ou d'expertise importantes. Donc pour moi, on peut débattre de tous les sujets. La problématique n'est pas la complexité ou pas d'un sujet, la problématique est quelle est l'entrée en fait pour débattre de ce sujet. Et par rapport à la volonté de participer ou de partager de l'information pour considérer que c'est suffisant pour arriver à une satisfaction en fait des processus, je pense que ça dépend vraiment des acteurs qui participent à une démarche de dialogue. Il y a encore une fois, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si l'objectif de participer, c'est d'écouter, de comprendre et de contribuer à une réflexion commune, on peut sortir satisfait d'une démarche de concertation, si tant est bien entendu qu'il y ait une sincérité au départ et qu'il y ait une méthodologie aussi pour le faire. Si on n'a pas cette volonté-là au départ, mais qu'on participe quand même parce qu'on a un intérêt à le faire, on peut effectivement ne pas sortir satisfait de la démarche. Ça me paraît évident puisqu'on n'a pas en gros réussi l'objectif qu'on voulait atteindre et la raison pour laquelle on s'était investi dans la démarche. Mais ce qui est, je pense aujourd'hui, sûr, en tout cas après 15 ans quand même d'expérience dans le domaine, c'est que la concertation, elle permet de faire ressortir des enjeux et des conflictualités. Elle le permet dans un cadre, en fait, qui permet le débat derrière. Et ça, c'est très important. Parce que si on n'a pas de débat, eh ben, on n'a pas de parole. Et si on n'a pas de parole, le débat, c'est quand même le contraire de battre. Hein. C'est débattre, c'est ne pas se battre. Et donc, du coup, rien que pour ça, arriver à mettre en place des dispositifs qui permettent de cadrer ce dialogue, qui permettent de cadrer les différences, les controverses, les oppositions, hein, clairement, moi, je trouve que ça vaut le coup. Ouais, ça reste important. C'est parfait. Merci, Paola. Y a-t-il d'autres questions? Alors, rappelez-vous que ce n'est pas fini, hein, il y a la deuxième partie de la journée qui arrive.
Thierry, à toi. Oui, je ne veux pas trop alourdir la séance. Moi, j'ai juste une question. Dans les cas qui nous ont été présentés, alors peut-être que non, mais dans d'autres cas de concertation, je voulais soulever la question de savoir comment intervenaient éventuellement les enjeux d'intérêt, et notamment d'intérêt économique. Euh, de temps en temps, il arrive que des points de vue soient exprimés et où en face, cela génère la question de savoir à qui ça profite. En clair, à qui ça rapporte de l'argent, et ainsi de suite. Alors, est-ce que ce sont des sujets auxquels vous avez été confrontés, intérêt des industriels, et ainsi de suite? Alors, si la question, elle s'adresse à moi, j'ai pas très bien compris la question de l'intérêt, en fait. J'ai un peu peur de pas comprendre, hein, si c'est pour moi la question. Sinon, je laisse. Je peux juste préciser, c'est une approche, je dirais, nietzschéenne du sujet, les intérêts sous-jacents et les désirs inavoués. C'est-à-dire que, écoutez, Oui, ça a été typique pour le Covid, les vaccins, oui, les oui, grands bien sûr, je vois. laboratoires, Ouais, ouais. mais dans des domaines plus restreints, ça peut être. Moi, j'ai moi-même été porteur d'un débat public sur des projets d'infrastructure. J'aime autant vous dire que ça y va, les questions des intérêts et de la manipulation des données, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais la question des incertitudes dans les modèles et ainsi de suite, les données. Oui, nous avions eu une audition publique dans laquelle on avait fini par comprendre moi-même, en tant que maître d'ouvrage, qu'il y avait des endroits où les résultats étaient des données d'entrée. Oui, et on retrouvait à la sortie ce qu'on avait mis à l'entrée. C'est effarant dans des modèles, hein, sur les parts modales. Enfin bon, c'est effarant. Et heureusement, il y avait une audition publique dans le cadre du débat public où ce point-là, j'étais Souligner. obligé de l'approfondir. Et autant vous dire qu'en tant que maître d'ouvrage, j'ai été plus modeste parce que derrière, il y a des enjeux de quasi-déontologie et ainsi de suite, de manipulation au bénéfice d'intérêt. Donc, c'est ça que je voulais savoir si c'est très difficile à prendre en compte, hein, ça, à qui ça profite, qui peut gagner de l'argent et ainsi de suite. Alors là, pour le coup, moi, j'ai 3 casquettes. J'ai la casquette de consultante. Donc, en gros, j'ai des clients, pour être vraiment très claire et très précise. Et je pense que la question de à qui ça profite, une démarche de concertation, en fait, elle ne se pose pas pour un maître d'ouvrage, en tout cas ceux que je connais, en ces termes, parce que la conflictualité étant très importante en fait, dans ce genre de projet, d'un point de vue clairement financier, en fait, il a plus intérêt à ouvrir un débat et de le faire de la manière la plus transparente et sincère possible, parce que de toute façon, derrière, il va être obligé de gérer un contentieux. Donc là, sur la question des coûts économiques, il va quand même faire un peu la part des choses. Pour ce qui est une concertation en tant que garante, où c'est un maître d'ouvrage qui décide de façon volontaire ou à qui on impose parce qu'il rentre un peu dans la casse-croûte de l'environnement, c'est quand même le rôle du garant, en fait, de veiller à ce que ces choses-là ne se produisent pas, ou en tout cas que si elles se produisent, à ce que ça revienne un peu sur la table, toujours une histoire de transparence, pour éviter que cela ne nuise finalement au débat et notamment à la confiance qu'il devrait y avoir dans le cadre du débat. C'est aussi des raisons pour lesquelles certains maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, font appel à des garants pour dissiper ou en tout cas éviter cette question dès le départ. Concernant le débat public, quand on sait que c'est de toute façon une saisine obligatoire, c'est-à-dire qu'un maître d'ouvrage ne va pas faire un débat public parce qu'il trouve que c'est sympa de discuter avec les gens. Il va vers un débat public parce qu'il est obligé de le faire. Et c'est le rôle de la commission que de faire en sorte que... Alors, il a sa propre stratégie, on n'est pas naïf, hein, mais il est quand même assez contraint par un cadre qu'il a plutôt intérêt à respecter qu'à bafouer. Après, et je pense que c'est aussi des aléas, on va dire, de la vie et des êtres humains. Ce qui se passe derrière aussi, ça peut échapper, on
au meilleur en termes de visibilité des ficelles en fait, qui sont tirées ou des intérêts économiques qui sont préservés sous prétexte d'autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a, en fait, je pense que dans les 3 cas de figure, quand on sous-pèse le pour et le contre, on a plus à perdre qu'à y gagner dans ces démarches-là, quand au départ on est sincère. Et ça, c'est le rôle aussi des garants, des concertants, des consultants. Enfin, clairement, ils peuvent aussi être de l'autre côté. Hein. Mais si on décide qu'on est neutre et indépendant vis-à-vis d'un maître d'ouvrage et d'un projet, le risque, il est quand même assez réduit. Merci. Merci, Paola. Écoutez, joignez-vous à moi pour applaudir Paola et la remercier, et remercier nos 2 intervenants de ce matin, Éric Bastin et Paola Orozco-Souel. Donc, nous poursuivons la séance cet après-midi et je vous invite à nous retrouver vers 13h45 pour les exposés respectifs de Frédéric Gache et de Ludovic Fêtre avant l'intervention de Jean-Marc Dewitt. Je vous remercie. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir et bon appétit. Merci. Merci, bon appétit. À tout à l'heure. À tout à l'heure.